Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on explore comment la technologie est vraiment en train de redessiner complètement la médecine. On parle parfois de médecine 4.0 et les documents qu'on a pu analyser, ils dessinent une transformation assez majeure des soins d'ici 2025, visiblement. Tout à fait. L'objectif ici, c'est de décortiquer un peu ces technologies clés qui sont derrière cette, on peut le dire, révolution. On va regarder leurs applications concrètes, bien sûr, ce qu'elles apportent comme bénéfices pour tout le monde, patients, soignants et même le système de santé, mais aussi, et c'est important, les questions d'éthique et d'équité que ça soulève. L'idée, c'est vraiment de saisir l'ampleur du changement en cours. Oui. Alors, on commence fort avec l'intelligence artificielle, l'IA. La croissance du marché est assez spectaculaire, non? On est passé de 400 millions de dollars en 2014 à quasi 27 milliards prévus cette année. Ça donne le vertige. L'IA semble devenir un peu le cerveau, le moteur central. Oui, c'est ça. Un moteur vraiment puissant, avec des effets multiples. D'abord le diagnostic. Là, on fait un vrai bond qualitatif. Prenez l'imagerie médicale. L'IA, par exemple celle de DeepMind pour la rétinopathie diabétique, elle peut repérer des détails que l'œil humain rate parfois. On n'est plus juste dans la détection d'une maladie déjà là. On va vers la prédiction, une approche bien plus proactive. Ah oui, proactive. Et ça ne s'arrête pas au diagnostic, j'imagine. Ça impacte aussi la recherche, les traitements. Effectivement. L'IA, elle booste la découverte de médicaments. Sanofi, par exemple, s'en sert pour analyser d'énormes quantités de données. Ça permet aussi d'optimiser les essais cliniques, c'est crucial. Et surtout, oui, ça ouvre vraiment la porte au traitement sur mesure. On voit arriver des concepts comme les jumeaux numériques, c'est fascinant. Des modèles virtuels du patient ultra personnalisés. Symbiotics travaille là-dessus. Ou bien l'aide à la décision en oncologie, avec des systèmes comme IBM Watson. On sort vraiment de la médecine taille unique pour aller vers la précision. D'accord. Donc, si l'IA, c'est le cerveau, on a aussi les mains qui deviennent plus intelligentes, si on peut dire. Ça nous mène assez logiquement à la robotique chirurgicale. Là, les bénéfices pour le patient semblent assez clairs. C'est moins invasif, la récupération est plus rapide. On cite souvent l'exemple de la prostatectomie. Absolument. Moins de douleurs post-opératoires, des séjours à l'hôpital plus courts, c'est un vrai plus pour le patient. Mais, il faut le souligner, les avantages existent aussi pour le chirurgien. Il travaille assis, plus confortablement, avec une vision 3D hyper précise. Ça réduit la fatigue, ça augmente la dextérité. D'ailleurs, cette technologie, elle se diffuse dans plein de spécialités maintenant. La gynéco, la cardio, l'urologie. Et l'avenir, c'est sans doute la miniaturisation, encore plus d'IA intégrée. Pensez au système Mako pour la pose de prothèses assistée par robot pour une précision accrue. Et même la téléchirurgie, opérée à distance. Impressionnant, oui. Mais la techno, elle sort aussi du bloc opératoire et de l'hôpital, non? La télémédecine, les objets connectés, ça a explosé, surtout avec la crise Covid. Est-ce que ça améliore vraiment l'accès aux soins? Ça change vraiment la donne. Et c'est aussi fondamental pour le suivi des maladies chroniques. Des plateformes comme Diabéo pour le diabète ou Oftiat pour l'ophtalmo permettent un suivi à distance. Ça aide à prévenir les complications grâce à la télésurveillance, notamment via les wearables, ces capteurs qu'on porte sur soi. Du coup, le patient devient aussi plus autonome, plus acteur de sa santé, avec ses applications, ses objets connectés. D'accord. Donc, on a l'IA qui analyse, les robots qui opèrent, la télémédecine qui suit, et maintenant, on entend même parler de réparer le code génétique. CRISPR-Cas9, ça fait beaucoup de bruit. Oui, CRISPR-Cas9, c'est cet outil moléculaire assez révolutionnaire. En théorie, il permet de corriger des défauts précis dans l'ADN. C'est porteur d'espoir, immense pour des maladies génétiques rares, certains cancers. D'ailleurs, on a vu la toute première thérapie basée sur CRISPR être approuvée récemment. C'est une étape importante. Et ça s'inscrit dans un domaine encore plus vaste, la médecine régénérative, c'est ça, hein? Exactement. L'idée générale, c'est de réparer ou de remplacer des tissus, voire des organes endommagés. On explore aussi l'impression 3D pour créer des structures biologiques complexes ou des prothèses parfaitement adaptées. Et fait intéressant, l'IA revient ici aussi. Elle aide à sécuriser et à optimiser l'usage de CRISPR en prédisant par exemple mieux son efficacité, ou ses possibles effets secondaires non désirés. C'est clé pour la sécurité. Ok. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le potentiel global semble énorme. On part de meilleurs résultats pour les patients, d'une aide à la décision pour les soignants, qui
pourrait peut-être regagner du temps pour l'écoute, pour l'humain, et une optimisation pour le système de santé en général. Le potentiel est là. C'est indéniable, oui. Mais il faut rester lucide. Il y a des défis majeurs. Déjà, sur le plan éthique et réglementaire, la confidentialité des données de santé, c'est crucial. On a le RGPD en Europe, heureusement, mais ça reste complexe. Le consentement éclairé du patient aussi, ça devient plus délicat avec ces technologies. Et puis, il y a la question de la propriété intellectuelle, qui crée une tension entre, disons, le besoin de rentabiliser ces innovations coûteuses et l'objectif d'un accès le plus large possible. Oui, et l'autre grand défi, c'est l'accès, justement. L'équité. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à cette vague technologique, j'imagine. C'est absolument central. La fameuse fracture numérique, elle est réelle. Que ce soit une question de revenus, de géographie, tout le monde n'a pas accès facilement à un bon smartphone, une connexion Internet fiable. Le coût de ces technologies reste aussi un frein important. Et puis, il y a un besoin énorme de formation. Pour les professionnels de santé, bien sûr, mais aussi pour les patients. Il faut éviter que certains se sentent dépassés ou aient l'impression d'être moins bien soignés parce qu'ils maîtrisent moins le numérique. C'est un vrai risque d'inégalité. On se dirige donc vers une médecine qui se veut plus précise, plus personnalisée, prédictive, et qui, dans l'idéal, pourrait redonner du temps pour la relation humaine au cœur du soin. C'est un peu ça l'idée. C'est la promesse, oui. Mais pour y tenir, il faudra absolument naviguer ces défis éthiques et d'équité dont on parlait, s'assurer que le progrès y bénéficie vraiment à tous. Et ça demande une collaboration très étroite entre tous les acteurs. Médecins, chercheurs, ingénieurs, mais aussi juristes, citoyens. C'est un effort collectif. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question pour laisser matière à réflexion. Ces technologies qui promettent de libérer du temps pour l'humain, dans le soin, est-ce qu'elles ne risquent pas, paradoxalement, si on n'y prend pas garde, de créer de nouvelles formes de distance ou de nouvelles inégalités face à la maladie ?